punching. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un épisode ou un film de l'univers de Star Trek. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Bienvenue à la dernière frontière. Aujourd'hui, on parle de Star Trek, le film, sorti en 1979 et réalisé par Robert Wise, avec William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan, George Takei, Majel Barrett, Walter Koenig, Nichelle Nichols, Persis Kambata et Stephen Collins. Je suis Mathieu, ou vous pouvez peut-être me connaître sous l'unité Mathieu. Alors, bienvenue au podcast aujourd'hui, mais on continue l'épisode ou la rétrospective de Star Trek. Au dernier épisode, c'était comme un peu l'introduction de tout l'univers de Star Trek. Si maintenant vous voulez juste sauter au premier film, je vous suggérerais quand même, là, si maintenant vous voulez mieux embarquer là, dans la série, tout l'univers au complet. L'épisode d'aujourd'hui va avec ce que j'ai parlé là, dans le fond, dans le dernier épisode, dans le fond, où ce que je parlais du pilote, mais j'ai apporté beaucoup d'affaires là, juste à part du pilote, dans le fond, tout l'univers, tout ça. Chose que je ne voudrais pas vraiment répéter aujourd'hui. Il y a des fois que je vais juste en faire référence, mais c'était un peu ça, un peu le but d'avoir fait un épisode à part pour pouvoir justement comme se libérer de ça. Alléger un peu le podcast aujourd'hui, quoique je pense pas que ça va être un épisode qui va être très très long, c'est plus long que d'habitude, mais c'est quand même juste un peu pour apporter là, des affaires là, de base, puis pouvoir placer un peu là, dans le timeline. Comme j'expliquais là, dans cet épisode-là, je veux couvrir les films là, principalement, mais quand même trouver là, des choses au travers là, pour pouvoir un peu élaborer là, sur cet immense univers-là qui est pas loin là, de 1000 épisodes. Je n'ai plus le décompte à côté de moi, là, mais c'est un univers qui est toujours en train de grandir et que, dans le fond, éventuellement, on va probablement se rendre à 1000 épisodes. Tous ces épisodes-là, je les ai vus et plus. J'ai vu beaucoup là, de séries fans au courant là, des années. Fait que, tu sais, je veux dire, j'en ai mangé beaucoup de Star Trek. Mais c'est ça, c'est toutes des choses là, un petit peu que j'élabore là, où est-ce qu'on était, puis où est-ce qu'on se rend là, avec le film d'aujourd'hui. Initialement, le film, là, à la suite là, de la cancellation de la série là, à la télé en 1969, dans le fond, on devait canceller la série après la deuxième saison. Il y a eu une campagne des fans où on a écrit beaucoup de lettres à la production. Puis finalement, ça l'a aidé pour avoir une troisième saison. Mais finalement, éventuellement, ils ont décidé là, qu'ils cancellaient la série. Mais quelques années plus tard, en 1972, on a eu une convention où on a eu comme une genre de réunion. On a eu une convention de Star Trek. On avait eu quelque chose comme 3000 personnes juste à cet endroit-là qui avait démontré qu'il y avait beaucoup d'intérêt encore à Star Trek. Star Trek, une fois avoir eu, je parle toujours comme la Patrouille du Cosmos, là, la série originale, c'est connu en français comme la Patrouille du Cosmos. On appelle juste ça Star Trek, là, que ce soit n'importe quoi. Là. Mais, je veux dire, ça leur passait à l'écran puis en boucle. Là. Je veux dire, dans le fond, c'est pas. Même si on avait 80 épisodes cannés, mais tu sais, ces épisodes-là, ils tournaient en boucle. Et que éventuellement, on a découvert qu'il y avait de l'intérêt. Je veux dire, c'était pas juste pour remplir du temps d'écran. Les gens aimaient cette série-là.
Fait qu'on a commencé à penser à peut-être faire un genre là, de suite. Là. On s'est dit, ben, tu sais, peut-être on n'aurait pas dû tirer la plug, peut-être qu'on aurait dû continuer à produire là, des épisodes. On a commencé on a eu la série animée, là, où ce qu'on a rapporté là, la plupart des acteurs. Je pense que tu sais, pas mal tout le casting principal. Au dernier épisode, là, j'ai pas pu parler là, de certains acteurs qui n'étaient pas encore arrivés, comme DeForest Kelly, qui va prendre le personnage là, de Dr. McCoy, ou l'acteur Walter Koenig, que lui va devenir Pavel Chekhov. On a Nichelle Nichols, qui va devenir Nyota Uhura plutôt. Ces acteurs-là ça n'a pas été trop long, puis sont finalement là, embarqués à bord de l'équipage. Walter Koenig, lui, dans le fond, il n'apparaîtra pas dans la série, je pense, avec quelqu'un d'autre qui va faire sa voix, mais il va avoir quand même écrit des épisodes. Fait que dans le fond, l'inclusion de tous les acteurs vont avoir quand même été apportés dans la série animée. En tant que tel, je l'ai écouté juste une fois, il y a quelques années, là, quand on l'a sorti en Blu-ray finalement. Puis honnêtement, j'ai vraiment été surpris. C'est une série que même s'il y a des idées farfelues, il y a des idées vraiment, c'est n'importe quoi. C'était une belle petite série. Je veux dire, c'est tous des épisodes d'une vingtaine de minutes, mais il y a eu quand même, tu sais, il y a des épisodes là, qui sont pas très très bonnes, mais pour la globalité, là, j'ai été vraiment surpris là, du produit. C'est vraiment quelque chose là, qui allait rechercher quand même un peu l'atmosphère de Star Trek. Puis pour certains cas, ben, qui était meilleur que, pour moi, selon moi, la troisième saison de la série originale, que on avait perdu les écrivains principaux, les écrivains qu'il y avait, puis réalisateurs. Comme j'ai parlé au dernier épisode, on avait perdu Gene L. Coon et J.C. Fontana. Qui faisait que la série, on se disait que bon, ça pouvait marcher à cause des fans, tout ça. Puis, en tout cas, dans le fond, là, il y a eu beaucoup là, de chicanes à l'interne, que ces personnes-là sont parties. Puis que finalement, là, ben, l'écriture n'était pas là. Tout simplement. Là. Fait que la troisième saison, là, on a eu des idées de n'importe quoi. Le premier épisode en tant que tel, là, je pense que c'est quasiment le pire concept. Où ce qu'on a enlevé le cerveau de Spock, puis tu sais, il est comme lobotomisé, mais tu sais, je veux dire, c'est comme c'était n'importe quoi. Là. Puis c'est le genre d'idée qui continue pour toute la saison. Le cœur était pas là. Je pense qu'on comprenait plus qu'est-ce qu'on faisait exactement comme série. Là. C'est vraiment quelque chose là, de quasiment pathétique, là, la troisième saison. Il y a probablement une couple d'épisodes au travers de ça. Là. C'est sûr que ça fait quand même plusieurs années là, que je me suis tout retapé. Là. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai écouté l'épisode que j'ai couvert là, au dernier podcast. Mais j'ai écouté 2 autres épisodes là, que je vais refaire mention aujourd'hui là, parce que dans le fond, il y a comme un peu des liens avec certains épisodes. Fait que je les ai réécoutés quand même, là, juste un petit peu pour m'en remettre là, dans l'atmosphère. Mais c'est ça. Après la série animée, ben, on s'est dit, bon, ben c'est bon, on va repartir, on va refaire une nouvelle série qu'on va appeler Star Trek Phase 2, dans le fond. Puis, on va commencer à écrire là-dessus. On va ramener l'Enterprise. On va un peu mettre à jour là, les maquettes. On va tout refaire un peu les choses. Pour se préparer à cet univers-là, on va avoir créé des personnages. Des personnages qui vont se ramasser finalement là, dans le film d'aujourd'hui, parce que au travers de ça, ben, on a un autre petit film là, qui va apparaître au grand écran là, du nom là, de La Guerre des Étoiles, ou Star Wars si vous préférez, qui va pas mal un peu tout brasser les choses dans le domaine de la science-fiction, où ce qu'on va essayer là, de comme peut-être trouver là, quelque chose là, pour monétiser, là, pour peut-être faire compétition. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, le projet de Phase 2 va avoir été un peu abandonné. Dans le fond, on devait avoir quand même William Shatner qu'on allait réembaucher pour jouer dans Phase 2, mais on allait probablement le tuer à mi-chemin parce qu'il devenait trop dispendieux. William Shatner, je crois qu'il jouait dans une autre série là, à l'époque, même Leonard Nimoy. Lui, il voulait plus reprendre son rôle de Spock. Il avait un petit peu renié un peu le personnage de Spock parce qu'il était trop comme reconnu pour ce personnage.
Il avait même écrit un livre là, à l'époque sur I Am Not Spock, quelque chose de même, qui va comme un peu revenir là-dessus. Mais ça y avait fait beaucoup plus de tort que de bien là, écrire ce livre-là, d'après ce que j'avais lu. Mais c'est ça, tu sais. Éventuellement, ben, pour Spock n'apparaissait pas là, dans le premier script. Le réalisateur a finalement été apporté une certaine. Éventuellement, là, je pense un an avant la sortie du film, là, dans le fond en 1978, où ce qu'on a apporté le réalisateur. Dans le fond, tout s'est fait assez rapidement. Là. Puis, on avait. Dans le fond, il a gardé son script et sa femme, elle aimait Star Trek. Pas lui le réalisateur, qu'il avait réalisé The Day the Earth Shook, The Day the Earth Stood Still et The Andromeda Strain, là, adaptation là, de Michael Crichton, juste avant. Dans le fond, c'était l'idole de Gene Roddenberry que j'ai parlé. Parce que Gene Roddenberry, à cette époque-là, il devenait de plus en plus dur à travailler avec. Puis, tu sais, dans le fond, il était très contrôlant. Il essayait là, de tout un peu réécrire les scénarios. Dans le fond, lui, il avait essayé d'écrire un scénario qu'on n'a pas gardé, dans le fond. Mais tu sais, il voulait toujours avoir son mot à dire. Puis il avait le droit, mais c'est ça, dans le fond, il mettait un peu tout le temps des bâtons dans les roues. Je peux pas le fauter à quelque part parce qu'en bout de ligne, mais tu sais, lui, il a une vision de la chose. Il veut que sa propriété à lui soit comme respectée. Mais à quelque part, des fois, il devait juste arriver pour, tu sais, si mettons, il y a quelque chose qui apparaît, ben il va, il va arriver et me dire, ouais, ben c'est correct, mais tu devrais peut-être juste comme faire de l'autre bord, ou quelque chose de même, tu sais. Peu importe, c'est juste à titre d'exemple, là. Mais en apportant le réalisateur Robert Wise, que lui avait réalisé là, le film The Day the Earth Stood Still, ben, c'était l'idole à Gene Roddenberry, qu'à quelque part, ben, il allait moins y rentrer dedans, parce que là, en bout de ligne, là, c'était quelqu'un là, avec des grosses chaussures pour lui, puis ça laissait beaucoup le plus de place au réalisateur de pouvoir faire ce qu'il voulait apporter. Mais le réalisateur va avoir apporté beaucoup de choses. Puis c'est sûr qu'ils se sont astinés sur plusieurs affaires. Là, mais à quelque part, là, on doit quand même mettre le projet à jour, tout ça. Je vais parler d'une couple d'affaires là, au courant du podcast. Mais c'est ça, lui, il ne connaissait pas vraiment l'univers de Star Trek, mais sa femme, à M. Wise, ben, elle voit le scénario puis elle dit « Hey, Spock n'est pas là. Tu peux pas faire Star Trek sans Spock. Je veux dire, il se passe n'importe quoi. Tu ne peux pas faire Star Trek sans Spock. Je veux dire, c'est impossible. » Parce que Spock, oui, William Shatner était peut-être l'héros de la série, mais au courant des années, ben, dans le fond, c'était la face de Star Trek qui a été pas mal Monsieur Spock. Au début, c'est ce qui est quand même ironique, c'est ça, les producteurs ne sachant pas exactement quoi faire de Star Trek en bout de ligne. Ils ne comprenaient pas l'univers. Ils demandaient même à ce que les oreilles de Spock soient cachées. Dans le fond, d'avoir un extraterrestre sur le plateau. C'était peut-être pas la meilleure affaire à faire, mais après quelques semaines là, de diffusion, ben, ils se sont rendus compte que Spock, c'était l'attrait principal de la série. Fait que ils ont changé le fusil d'épaule, ils ont compris ça. Sauf que c'est ça, quand on arrive à la phase 2, ben, on décide qu'on met pas. Qu'on sait pas quoi faire avec Leonard Nimoy parce que lui, il veut faire ses projets, puis on veut pas mettre de l'argent sur la table pour le ramener, mais c'est ça. Fait que grâce à la femme du réalisateur, ben, on va ramener M. Spock ou l'acteur Leonard Nimoy. Alors, selon IMDb, le synopsis du film va comme suit. Lorsqu'un vaisseau spatial extraterrestre d'une puissance énorme est repéré en approche de la Terre, l'amiral James T. Kirk reprend le commandement de l'USS Enterprise afin de l'intercepter. Le film, dans le fond, avec son idée globale, ça va être pas mal essayer de trouver son identité. Peut-être essayer de trouver même l'identité de la série, qu'est-ce qu'elle peut valoir en 1979, 10 ans après sa cancellation.
Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, pendant le film, on va avoir les personnages là, qui se recherchent, qui sont. On va commencer un peu par le personnage de Spock, que lui, dans le fond, il va avoir comme son. On va avoir quand même évolué là, le personnage de qu'est-ce qu'il fait après la série. On est techniquement 4 ans après la série. Bon, tu sais, je veux dire, c'est pas vraiment dit, là, mais peut-être que ça a été calculé avec les dates stellaires. Je n'ai pas fait le calcul, là, mais en tout cas, c'est peut-être pour ça. Où ce que finalement, ben, lui, il est en train là, d'essayer de devenir un total vulcain. Ben, mais lui, comme j'ai mentionné au dernier podcast, il y a une mère humaine et un père vulcain. Qui a été, c'est ça, élaboré là, dans la première saison. Puis, dans le fond, il doit trouver un peu sa définition, de se définir lui-même, se comprendre. Et que, finalement, ben, c'est ça, au travers du chemin, ben, il va falloir qu'en bout de ligne, lui, il veut devenir de plus en plus vulcain, mais son cheminement aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il il est ce qu'il est, hein, quelque part. Il est le produit de deux cultures. Un peu pareil comme pour le Captain Kirk, que lui, il est rendu amiral, mais que à tout prix, il veut reprendre le contrôle de l'Enterprise. Puis c'est ça, quelque part, là, d'un peu de comprendre ça. Ça va être un peu mis au visage. Ça va faire peut-être un peu un côté qui va être dur un peu là, d'aimer là, le personnage de Kirk à certaines étapes là, dans le film. Et bien sûr, ben, le personnage là, de V'ger, dans le fond, en guillemets, le vilain de l'histoire, où que ce personnage-là essaie de se comprendre, essaie de comprendre qu'est-ce qu'il est, qui est tout simplement une sonde qui a été envoyée dans l'espace, et que finalement, ben, recherche son créateur pour essayer de comprendre c'est quoi son but en tant que tel. Fait que c'est pas mal ça, dans le fond, là, qu'on veut démontrer. Puis, bien sûr, ben, ça, c'est dans le côté de vue globale. Ben, on essaie de partir une franchise côté film, faire revivre l'univers de Star Trek et d'essayer d'apporter peut-être une alternative à ce qui était le phénomène Star Wars. Ben, qu'on essaie là, d'avoir une alternative. Puis, qu'il n'y a pas juste des histoires là, de se tirer avec des vaisseaux, puis juste tout le temps là, des guerres spatiales, ben, qu'on peut avoir d'autres choses que des guerres spatiales dans le domaine de la science-fiction. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, ou le film d'aujourd'hui, c'est pas la première fois que je le vois naturellement. Bon, c'est un film que, pour dire ben honnêtement, puis je l'ai déjà mentionné là, par le passé, c'est pas un film que j'ai facilement écouté. C'est un film que j'ai plus de facilité à écouter maintenant, là, mais je vous dirais là, que ça a été, je pense, le dernier visionnement, là, il y a peut-être 5 ans de ça, où ce que j'ai été vraiment capable de l'écouter d'un bout à l'autre. C'est un film là, qui est quand même assez lent. Là. Fait que c'est un film que je pense que dans mon jeune âge, là, j'ai jamais été capable de tenir, là, d'écouter ça d'un bout à l'autre. Là. Je l'ai écouté sur 2-3 shots là, à chaque fois. Mais c'est ça, éventuellement, ben c'est ça, il y a, on l'avait en bêta à la maison, puis je l'ai écouté peut-être 1 ou 2 fois, là, je veux dire, il était trop long pour moi à l'époque, là. Il manquait un peu de Star Wars là-dedans, faut s'entendre, mais ça veut pas dire que je changerais pas là, mon fusil d'épaule là, avant la fin de l'épisode. Ensuite de ça, bien sûr, quand il est arrivé en DVD, ben, je me le suis procuré, là, la version le Director's Cut, que je pense que pendant plusieurs années, là, on ne pouvait plus trouver là, la vraie version. Là. En tout cas, en DVD, je pense pas qu'il y ait plus que ça. Mais j'ai dû tenir à cette version-là quand même, là, parce que éventuellement, ben, on a eu le upgrade là, en Blu-ray avec le coffret, là, où on avait sorti ce coffret-là, là, puis on avait le premier film, mais la version cinéma là, dans ce coffret-là. Ce qui était dommage, par contre, c'est ça, on n'avait pas le Director's Cut, où ce que le réalisateur, parce que le film a été
bon, comme j'ai dit, il est arrivé là, vraiment à la dernière minute où on a fini de filmer, puis il restait quasiment plus grand temps. Il restait genre 9 mois avant la sortie du film. Fait que tout était un petit peu bâclé. On a eu plusieurs compagnies là, d'effets spéciaux. On a embauché une compagnie qu'eux autres, je veux dire, ils ont vendu là, leur idée. Ben, genre, je pense qu'ils faisaient là, des annonces de jeans, puis que, dans le fond, ça avait l'air super bien, mais ça l'a coûté un prix de fou pour construire ça. Mais tu sais, ça, c'est le genre d'affaires qu'ils ne savaient pas, là, puis ils se sont rendus compte que finalement, ben, c'était peut-être pas la bonne personne. À quelque part aussi, tu peux pas arriver puis juste avoir un certain montant, certaines petites bandes annonces, puis que ça coûte un prix de fou. Fait que quand tu mets ça dans un budget de film, là, que tu sais, c'est pour coûter là, vraiment là, les yeux de la tête, là, tu sais, quelque part, là, c'est peut-être pas la bonne production, mais c'est ça, à quelque part, eux autres étaient embarqués dans le projet, puis ça n'avait pas tout à fait. Ben, tu sais, c'est ça, c'était pas les bonnes personnes. Finalement, ben, on a tout scrappé, qu'est-ce qu'eux autres avaient apporté. Puis ça a l'air que dans le fond, là, ben, selon ce que j'avais là, comme information, j'ai écouté un livre. Qui est dans le fond, en version Audible, là, c'était pas j'ai pas le livre en version physique, là, mais ça s'appelle The First 50 Years of Star Trek. C'est un livre là, non officiel, là, mais c'était vraiment intéressant, dans le fond, là, d'écouter ça. Dans le fond, là, ça ressemble à ça. Là, si, mettons, vous m'écoutez en visuel, là, vous avez pu voir. Là, en tout cas, je vous conseille fortement. Là, il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Là, puis je suis en train de les réécouter, dans le fond, là, pour mieux comprendre en contexte là, des films. Là. Mais c'est ça, on peut voir là, que les compagnies, là, dans le fond, là, ont eu bien de la misère. Puis, dans le fond, on commençait de plus en plus à approcher là, la date là, qu'on avait décidée. Puis, dans le fond, il avait vendu vraiment l'idée là, qu'elle devait sortir là, quelque chose comme on avait mis une date, puis c'est cette date-là, puis elle ne bougeait pas. Fait que on change de fusil d'épaule, on change de toute d'équipe de production, on se dépêche, tout ça, puis finalement, ben, on a eu les effets qu'on a eu. On a eu des personnes qui ont travaillé sur les effets, là, travaillé là, sur le film là, de 2001, l'Odyssée de l'espace. Puis ça va paraître à quelque part, là, il y a un bout, là, que c'est vraiment tiré de là, je veux dire, j'ai vu le 2001, l'Odyssée de l'espace, là, il y a peut-être 7-8 ans de ça, puis je veux dire, j'ai été frappé au visage, là, comment que le film aujourd'hui va voler carrément là, des choses là, de ce film-là. Mais c'est ça. À quelque part, ben, en début 2000, là, quand on a fait cette version-là, dans le fond, là, en 19, ben, c'est un 2001, dans le fond, là, cette version-là. On a retravaillé, dans le fond, le réalisateur s'est fait offrir une deuxième chance à pouvoir compléter là, le film, puis pouvoir une meilleure vision. C'est-tu vraiment sa vision aussi là, à l'époque? Est-ce que c'était à 100% ça? Parce qu'on a quand même changé des choses qui avaient été... Bon, tu sais, comme il y a une scène où Spock pleure à la fin du film, ben on l'a réincorporé là, dans la Director's Cut, mais on l'avait coupé initialement. Fait que, tu sais, si, mettons, le directeur, il voulait-tu vraiment au début l'avoir ou pas l'avoir, tout ça, tu sais, je veux dire, c'était quelque chose là, que Leonard Nimoy n'a vraiment pas apprécié de se faire couper cette scène-là. C'était comme un peu une scène assez importante pour le personnage. Je sais pas si je suis entièrement d'accord sur cette idée-là, en tout cas, je vais en parler tantôt. Mais éventuellement, ben, c'est ça. On a fait, bon, ben, à la suite, au pire, là, des Special Editions là, de Star Wars, ben, on a eu justement là, une réédition là, du film original. On a élaboré. Un peu comme la série originale que j'ai parlé là, la dernière fois, ben, c'est quand même dans le respect de ce qui a été fait à l'époque. On n'a pas redessiné des choses. V'ger n'avait pas été complété. Fait que, on l'a complété. Il y a des petites affaires de même. On ne pouvait pas le voir au complet là, dans la version originale. Puis maintenant, on peut le voir au complet. Mais on n'a pas redéfini au complet là, qu'est-ce que c'était. Là, c'est pas deux films séparés. Là. C'est juste que on a juste élaboré, puis on a complété les effets. Là.
c'est une petite nuance, mais c'est quand même assez important pour si, mettons, vous écoutez les films puis commencez à dire quelle version écouter. En tout cas, peut-être que vous, ça peut changer quelque chose, mais il n'y a, pas. Tant qu'à moi, là, je veux dire, c'est essentiellement quand même beaucoup là, le même film, mais mieux réalisé, si on veut. Là. C'est mieux fini là, pour la version Director Scott. Mais moi, dans le fond, j'ai écouté là, pour le film d'aujourd'hui, là, j'ai écouté là, la nouvelle version là, 4K, là, dans le fond, là, que j'avais pas écouté, là, qui est sorti, là, je pense, l'été dernier. Là, j'attendais justement de finalement réussir à le couvrir. Là, je dis l'été dernier, là, je parle de 2022. Là, que finalement, je peux visionner là, ce chose-là sur 4K, là, télé 4K. En tout cas, c'est vraiment là, remarquable. Dans le fond, là, tout ressort bien. Là, point de vue là, visuel, là, je suis content là, quand même là, de l'avoir écouté comme ça. Là. Mais tu sais, il est disponible là, dans le fond là, sur pas mal où ce que tout Star Trek est disponible là, sur Paramount Plus en ce moment. Là. Mais c'est ça. Fait que j'ai écouté le commentaire audio aussi. Il rajoute plein d'affaires, tout ça. Là. En tout cas, c'était bien intéressant quand même là, de voir tout ça. Fait que, en tout cas, c'est comme ça que je rentre dans le film. Là, peut-être que ça fait 7-8 fois là, que je vois le film là, d'un bout à l'autre, là, mais souvent coupé là, dans la plupart là, des premières fois. Là, mais c'est ça. Fait que je reviens pour le podcast et pour vous. Fait que le film ouvre avec une ouverture. Dans le fond, on a, avant le générique, on a genre 3-4 minutes, là, je pense que c'est 3 minutes de musique. Quelque chose là, qui ne s'est pas vraiment vu là, depuis ce temps-là. Je pense qu'il y a un autre film aussi, là, The Black Hole. C'est comme les 2 derniers films là, qui ont fait ça. C'est comme juste un peu pour embarquer là, dans le film. Moi, je serais pour ça qu'on ait ça avant les films, surtout au cinéma. Peut-être pas à la maison, mais quand on va au cinéma, qui ferme les lumières, puis que je veux dire, qu'on ait quelques secondes un petit peu pour embarquer dans le film, je trouve que c'est quelque chose là, de bien le fun dans l'intro. J'ai laissé savoir souvent au podcast que je ne suis pas un grand fan de Jerry Goldsmith. Je veux dire, même pour la musique du film d'aujourd'hui, je ne suis pas le grand fan. Puis, je me suis trouvé vraiment à aimer la musique aujourd'hui. En écoutant le film, je me suis mis à aimer vraiment tout ce que les choix là, de Jerry Goldsmith. La musique est remarquable. Je veux dire, je sais pas où est-ce que des fois j'ai la tête. C'est sûr que, bon, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va faire la musique de Rambo, il va faire de Total Recall, que je pense que je vais apprécier quand même plus ces trames sonores-là. Mais pour le film, l'apprécier, là, parce que je veux dire, c'est lui qui va quasiment soutenir le ton tout le long du film. Il y a des bouts de silence et c'est important dans le fond de la musique. C'est peut-être ça où j'ai plus que je vais soutenir le côté que sa musique est remarquable. La tune thème qui va devenir la tune thème de la nouvelle génération, je veux dire, est correct. C'est juste parce que c'est comme un peu pour copier Star Wars. C'est juste ça que je peux reprocher à la musique pour la tune thème. Mais c'est ça, tu sais, pour la générale, le côté ambiant de qu'est-ce qu'on va apporter dans le film, je veux dire, il va faire un très bon travail, là, tu sais, mais c'est ça, c'est peut-être la mélodie, à quelque part, que je la trouve peut-être inférieure à Star Wars par définition, parce qu'il est arrivé après, là. Je pense que c'est ça qui va se passer là, dans ce cas précis-là. Mais il y a quelque chose, par contre, que je vais noter. Dans le commentaire audio, Jerry Goldsmith, dans un des commentaires, où c'est comme un peu, tout le monde, c'est comme un peu broché ensemble, Jerry Goldsmith va arriver et va dire qu'en bout de ligne, il ne voulait pas vraiment utiliser là, toutes les mélodies qui avaient été écrites là, par Alexander Courage là, dans les années 60. Qu'il voulait comme réécrire toute sa musique, tout ça, puis que finalement, on lui a quand même fait comprendre, mais là, c'est Star Trek, quelque part, il faut quand même avoir un certain élément qui vienne de la série originale. Puis M. Goldsmith, il va dire ça très bien, très respectueusement, que finalement, il s'est dit, dans le tout des respects, je me dis, ça serait bon que Alexander Courage revienne
pour réinterpréter la musique originale. Honnêtement, moi, je prends ça dans un autre sens. À quelque part, si je me dis, si, mettons, tu sais, je veux dire, il veut pas que. Il veut avoir juste sa musique, puis dans le fond, à place de réinterpréter la musique de M. Courage, ben, il va appeler le compositeur, il va dire, ben, garde, j'ai besoin, ça me tente pas de réécrire ta musique ou de la refaire, ben, viens faire ta musique, puis moi, après ça, je vais englober ça, le film au complet, avec ma musique. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça, à quelque part. Il aurait pu juste un peu trouver une manière de prendre sa musique puis de l'incorporer, puis de faire une unité avec la musique. Mais c'est ça, je veux dire, le fait de ramener le compositeur original, c'est le fun. Mais, à quelque part, je trouve que c'est un manque de respect, tout simplement, là, de M. Goldsmith. Là, à quelque part, là, il est au-dessus de sa tête. C'est sûr que, il avait fait une couple de choses aussi reconnues à l'époque, mais bon, en tout cas, je trouve juste ça, là, c'est qu'on l'a laissé faire ça aussi. Là, peut-être qu'il y a eu une petite coupure de paye aussi pour ça, là, mais bon. Fait que le film ouvre, on voit 3 vaisseaux Klingons qui se dirigent là, vers un genre de nébuleuse ou en tout cas quelque chose là, qui est dans l'espace, puis on ne sait pas exactement c'est quoi. Qui est 3 fois le même vaisseau, puis qu'on a pris des angles séparés, puis qu'on a, en tout cas, on a fait un collage à partir de là. Les vaisseaux qui ont été, dans le fond, pris carrément là, de la série originale, qu'on a redessiné, on est adapté parce que il faut comprendre aussi que quand on écoute la série originale, mettons qu'on même on écoute la version, parce qu'il y a les 2 versions, la version remasterisée et la version originale, la définition a été faite pour le petit écran. Aujourd'hui, là, on a des télé 4K, comme j'ai parlé, puis je pense qu'ils sont rendus dans le 8K, tout ça. Fait que à l'époque, la miniature était. Je veux dire, ils ne pouvaient pas utiliser ça pour le film. Fait que, dans tout le respect là, de ce qu'il y avait comme miniature, ils ont comme redessiné, mais c'est vraiment le vaisseau Klingon qu'on va avoir recréé. Les Klingons aussi ont eu, eux-mêmes, ont eu une évolution. Le front, là, tout, qu'est-ce qu'ils ont, là, dans le fond, là, tout le maquillage, tout ça, les armures, puis l'allure sur les ponts, a été pas mal redéfini. Bon, dans les 60, elle ressemblait un peu à ça, là, mais je veux dire, version cosplay très cheap, mettons, là. C'était juste comme genre un gilet gris, là, pour les Klingons, puis là, c'est rendu vraiment une armure. Mais c'est ça, je veux dire, c'est la première fois qu'on voit vraiment les Klingons comme qu'on les connaît aujourd'hui. Même si on va dire que Discovery, ils ont tout redéfini, tout ça, puis que, dans le fond, leur apparence là, sur Discovery, là, c'est pas des vrais Klingons, tout ça. Ils l'ont déjà fait à partir du premier film. Je pense que je l'ai mentionné. Là, si maintenant vous avez écouté là, mon épisode là, sur Discovery, là, le premier épisode, c'est ça. À quelque part, aujourd'hui, on a redéfini qui est-ce que les Klingons avaient de l'air. Puis, dans le fond, c'est ça. Discovery va faire la même chose plusieurs décennies plus tard. Le Klingon principal est joué par Mark Leonard, qui lui va. Il a déjà fait le père à Spock, il a déjà fait dans un épisode là, très remarquable là, de la série originale, Balance of Terror, il faisait un Romulanais qui est semblable à un Vulcain, mais en tout cas, c'est pas la même espèce. Mais c'est ça, il va réapparaître là, plus tard là, dans les films, on va en parler là, au courant là, de la rétrospective là, plusieurs fois. Mais aujourd'hui, il fait juste un Klingon là, qui se fait éliminer au début du film. Dans le fond, les Klingons, dans leur méthode, ils voient ils voient là, comme la nébuleuse ou un gros nuage, puis eux autres, on va lancer là, des torpilles, voir qu'est-ce que ça va donner, tout ça. Finalement, leurs torpilles disparaissent. Puis, dans le fond, le nuage va répliquer en envoyant ce qu'on va penser est peut-être un genre là, de rayon destructeur. Mais on va comprendre plus tard dans le film, c'est pas vraiment une destruction. Dans le fond, il va juste digitaliser
les vaisseaux Klingons. C'est ça qu'il fait là, en bout de ligne. Il prend l'information, puis il va la retransformer juste en données. Bon, il y a plusieurs affaires qu'il va voir qu'il n'aura pas transformé en données, mais en bout de ligne, c'est ça qui fait c'est comme un peu, il comprend pas comment la différence entre même des missiles ou des messages qui sont envoyés là, pour essayer là, de comprendre avec ou des messages là, juste parce que les vaisseaux, les autres, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent quand même envoyer un genre de scan, là, ils peuvent savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux autres. Puis lui, dans le fond, ce qu'on va apprendre à être V'ger, dans le fond, voit ça comme une menace. Puis dans le fond, il va essayer là, de retourner, là, puis essayer de lui aussi, dans le fond, là, de digitaliser là, qu'est-ce qui est en face de lui. Puis c'est ça, dans le fond, on sait qu'il y a aussi une base pas trop loin, là, la base de Epsilon, que éventuellement, elle aussi, là, elle va être digitalisée. Il y a une affaire, par contre, on voit quand même, il y a un astronaute qui est dans l'espace, puis lui ne semble pas digitalisé. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cet astronaute-là. On va espérer que quasiment d'un côté qui a été apporté, puis que d'une manière, il vit toujours là, dans un monde, un genre de cyberespace, là, peut-être, là, à quelque part, au lieu là, de juste être en train là, de vivre ses dernières heures là, en train de flotter dans l'espace. Parce que, je veux dire, c'est pas l'Enterprise là, qui semble avoir pris conscience là, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été, dans le fond, qui est comme le seul survivant de ça. Là, mais bon. Fait qu'après ça, ben, on va sur la planète Vulcain où on va retrouver là, le personnage de Spock, toujours joué là, par Leonard Nimoy, que lui, il est en train là, de suivre il est dans une cérémonie là, qu'on va appeler Kolinor, que dans le fond, là, c'est juste pour vraiment là, embrasser là, son côté logique, son côté Vulcain. Dans le fond, là, qui va comme un peu éliminer là, son côté là, humain. Là, à quelque part, là, il a embrassé ça. Mais il va comme un peu ressentir V'ger. Fait qu'il va, à quelque part, il va comme un peu se ressentir là, qu'il y a encore des réponses à avoir en lui. Puis, dans le fond, au milieu de la cérémonie, ben, il va décider là, que c'est pas. C'est pas qu'il y a encore des réponses, puis il n'est pas prêt là, à devenir, en guillemets, complètement vulcain. Ce qui est le fun à savoir aussi, c'est que tous les acteurs là, qui sont les vulcains, qui semblent parler vulcain, dans le fond, ils parlent pas vulcain de la manière que ça a été filmé, ils parlaient vraiment en anglais. Dans le fond, on a mis les sous-titres, puis on a changé ce qu'ils disaient, tout simplement. Puis on a changé un petit peu, éventuellement, les sous-titres pour changer un peu des mots par-ci par-là. Mais si vous suivez les lèvres des acteurs, puis vous regardez les sous-titres, ben vous pouvez voir qu'ils disent exactement qu'est-ce qui est écrit dans les sous-titres. À quelques mots près, là, parce que, comme j'ai dit, ils ont comme un peu mélangé les sous-titres juste pour qu'on s'en rende pas vraiment compte, mais ça a été fait comme en post-production, où on va avoir changé là, tout le langage, on va avoir recréé là, un langage fictif, mais c'est ça. Pour ceux-là qui ne connaissent pas tout à fait, juste dans le fond, là, les Vulcains qu'on rencontre, c'est une espèce là, qui est basée sur la logique, qui essaie là, de purger là, toutes leurs émotions. C'est pas qu'ils n'ont pas d'émotion, c'est important de comprendre. Ils ont de l'émotion, mais ils ont un grand contrôle dessus. Puis c'est ça qui va être un peu le combat de Spock, que lui, dans le fond, il essaie de combattre juste son émotion parce que lui, il veut prendre son côté vulcain. En tant que tel, il était élevé sur Vulcain. Fait que c'est un peu ça. Puis tu sais, on sait qu'il y a aussi son père un peu. Il renie. En tout cas, il y a un petit peu de misère avec ça. Il y a le fait qu'il est parti, là, qu'il n'a pas comme embrassé son côté vulcain, qu'il est parti à Starfleet, puis des affaires de même. Il y a un petit peu de misère avec ça, mais en tout cas, ça, vous pouvez tout suivre ça. Je pense que c'est dans Strange Worlds, on va l'avoir un peu élaboré. Même dans la série aussi, là, on va avoir eu, je pense, un épisode là, qui va avoir été ensemble, là, les deux.
Mais c'est ça, à quelque part, il y a toujours un petit peu là, de chicane familiale entre Spock et son père à cause là, de tout ça. Mais c'est ça. Fait que en parallèle, ben c'est ça, on a l'introduction aussi là, de notre héros. Dans le fond, ben, pas le capitaine, là, mais l'amiral Kirk, avec Kirk joué toujours par William Shatner. Que lui arrive à la base de Starfleet, qui est basée à San Francisco. Je pense que c'est la première fois qu'on voit Starfleet. C'est pas la première fois qu'on va sur Terre. On va sur Terre quelques fois dans la série originale, mais souvent quand on va sur Terre, on a un épisode là, qui allait dans le temps. Fait qu'on se ramasse, tu sais, c'est une manière un peu facile là, de ne pas avoir à créer de décor, des affaires de même. Fait que c'était les raisons pourquoi il allait sur Terre, mais je pense que c'est vraiment la première fois qu'on voit Starfleet. Je peux me tromper. Euh, mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, lui, il est là avec sa mission de finalement monter sur l'Enterprise. Je trouvais ça le fun, à quelque part, parce que, tu sais, avec mon dernier visionnement, puis celui-là d'aujourd'hui, ben, il y a des choses que mon œil a pas. Captait tout de suite là, aux premières écoutes. Le personnage là, de Sonak, qui est un Vulcain, dans le fond, avec la phase 2, qu'on devait avoir. Ben, je pense qu'il s'appelait pas exactement de même, là, mais c'était un peu ce personnage-là où c'était le même nom. Là, il y a une couple d'affaires là, qui se mélangent là-dedans, là, mais qu'on voulait apporter comme Vulcain à bord pour remplacer Spock. Que finalement, ben, mais lui, il est placé là au début du film pour qu'on ressente quelque chose, qu'on sache un peu qui est mort dans le téléporteur. Ça sert pas à grand chose, dans le fond, là, pour comprendre que les téléporteurs ont de la misère. Là, mais c'est juste pour comprendre que toute l'Enterprise est pas au point, là, il est pas prêt à être utilisé. Là, il est en réparation. Mais c'est ça, on a l'introduction là, de Scotty. Scotty, on l'avait vu là, joué par James Doohan. On l'avait vu dans l'épisode là, que j'ai parlé la semaine passée. Cet acteur-là, dans le fond, c'est un acteur là, que, je veux dire, il a fait jouer dans plein de productions avant. Genre sur des plateaux, sur dans du théâtre. Là, il est habitué à faire beaucoup d'affaires. C'est un acteur qui est capable de jouer beaucoup avec sa voix. C'est un acteur canadien et non un Irlandais, là, comme qu'on peut croire. Puis c'est ça, son entrevue a été de changer sa voix. Puis finalement, ben, devant les producteurs, puis les producteurs, ben, finalement, ben, ils ont aimé beaucoup son accent. Je dis irlandais, c'est écossais, je voulais dire. Puis finalement, ben, il est comme devenu un Écossais par la suite. Là, mais Écossais, Irlandais, en tout cas. Excusez, même là, je le dis, mais je suis même plus sûr. Je pense que c'est Écossais, mais en tout cas. Ça se peut que ce soit Irlandais. En tout cas. Fait que. Dans le fond, Scotty apporte le Captain Kirk sur l'Enterprise. L'Enterprise qui était depuis un an et quelques est en... Ils vont appeler ça un refit. Dans le fond, ils sont en train là, de le remonter. Fait que, tu sais, techniquement, un an et demi avant, l'Enterprise avait de l'air, là, si vous voyez là, sur la vidéo, là, ben, tu sais, il y avait de l'air là, de qu'est-ce qu'il y avait de l'air dans la série originale. Sauf que finalement, ben, on a retravaillé. Là, justement, on ne pouvait pas garder l'Enterprise de cette façon-là parce que justement, il n'était pas en version améliorée pour pouvoir apporter ça à l'écran cinéma. C'était comme à peu près impossible. Je veux dire, ça aurait eu l'air vraiment ridicule. Mais fait qu'on a redéfini un peu tout le vaisseau pour tout le redessiner. Vous pouvez voir un peu à l'écran le genre un petit peu là, pour un peu les différences. C'est sûr que tout un peu là, la similitude est très similaire. Bon, ok, ce que je vous montre, c'est pas nécessairement là, des répliques à 100% parfaites, mais
sont quand même assez fidèles. Je veux dire, c'est des modèles là, faits par de DST, là, Diamond Select Toys, là, en bout de ligne. Là, je veux dire, sont tous de même. Mais c'est ça, à quelque part, le créateur, là, dans le fond, là, Matt Jeffries, qu'il avait fait le vaisseau original, c'est sûr que lui, je pense pas qu'il a travaillé sur les nouveaux, mais sur la version actuelle. Sauf que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'hommages, il y a beaucoup de choses qui étaient apportées de lui. C'est lui qui avait dessiné aussi là, les vaisseaux Klingons qu'on a vus au début. Qui ont été redessinés pour le film, mais je veux dire, la base. Mais même le vaisseau original que dans les plans, ben, dans le fond, le vaisseau Discovery a été comme un plan échoué de l'Enterprise originalement. Mais c'est ça, fait qu'on a une belle séquence là, de 4 minutes que pour certains pourraient arriver et dire que c'est vraiment trop. Mais pour moi, je veux dire, on va traiter l'Enterprise comme un personnage et non comme un objet, comme un véhicule. Tu sais, on va écouter un film de Fast and Furious, puis on va voir des voitures, puis on va dire ah, wow, ok, peut-être. Mais moi, je veux dire, je vais écouter un film de Star Trek, puis je vais voir l'Enterprise, puis je vais dire wow. Ça, c'est un peu la différence, puis mon délire. Comme vous pouvez voir avec juste les deux vaisseaux. Puis je peux vous dire que c'est pas les deux seuls vaisseaux que j'ai. Je vais probablement en présenter d'autres, puis même des nuances, puis des versions différentes, tout ça. Pendant toute la rétrospective. Mais c'est ça. À quelque part, ben, c'est. Les 4 minutes qu'on va passer alentour là, de toute la maquette. La maquette, après ce que je peux comprendre, était 8 pieds de long. Là. C'est quand même assez énorme comparativement là, à quelques pouces pour la maquette originale. Je pense que dans la série originale, je pense qu'il y avait 2. Il y en avait une très petite, puis une un petit peu peut-être d'un pied ou quelque chose de même. Pour certains, tout dépendant de ce qu'il y avait à faire avec la maquette. Mais c'est sûr que si on regarde la maquette d'un côté, on peut arriver et se dire bon ben oui, ça a de l'air de qu'est-ce que c'est à quelque part. Notre œil est capable de comprendre un peu là, toute la dimension, les affaires de même. Puis la caméra, elle, qu'est-ce qu'elle filme, mais c'est quand même assez truqué avec le côté où est-ce qu'on voit des astronautes à l'alentour en train de flotter, tout ça. Je veux dire, j'en prendrai encore 4 minutes de ça, honnêtement. Je veux dire, j'aime beaucoup la séquence où on voit toute l'Enterprise, comment c'est apporté. Je veux dire, à quelque part, je trouve que plus tard, mettons, on va arriver au film de 2009, ça va être quelque chose que je vais trouver plate parce que c'est une fraction de seconde qu'on voit l'Enterprise. Puis, en tant que tel, je trouve que c'est quelque chose qu'on donne l'importance un peu au vaisseau. Tu sais, oui, pour peut-être le commun des mortels qui n'ont pas nécessairement tout le temps écouté Star Trek ou qui n'ont pas trippé, ça va être vraiment une séquence qui est longue pour rien. C'est sûr que on est à la fin des années 70 où la mentalité est un petit peu différente là, dans les films où on prenait un peu plus notre temps pour des choses. On martelait, des fois on pouvait marteler les choses plusieurs fois au lieu de les marteler juste une fois pour une question de cadence puis qu'on aille plus vite. Mais j'apprécie beaucoup qu'on ait pris le temps là, de nous montrer là, cette super merveilleuse maquette là, du vaisseau Enterprise. Moi, je l'apprécie grandement, là, cette séquence-là. Alors, Kirk arrive à bord de l'Enterprise. Chose qui a changé beaucoup, dans le fond, de l'esthétique de l'Enterprise. Comme qu'on va le connaître plus tard dans les films. Puis, dans le fond, pour changer aussi, là, on a les uniformes. Que dans le fond, on a... si on part directement de l'épisode que j'ai parlé la dernière fois, puis on va avec l'épisode d'aujourd'hui, le film, ben, tu sais, il y a comme une évolution directe là, avec le pilote, mais avec qu'est-ce qu'on a fait avec la série, il faut replacer un peu en contexte là, dans les années 60, au début des années 60, on n'avait pas de télécouleur.
Et finalement, au milieu des années, dans ces années-là, pas mal, là, en 65-66, la télé couleur est arrivée. Fait que c'est sûr que les séries télé, voulaient vraiment là, miser là-dessus, sur la couleur, apporter le plus de couleurs possible, puis essayer d'avoir quelque chose à ressortir pour que les gens achètent une télé couleur, puis pouvoir voir la différence avec la noir et blanc. Mais avec le réalisateur, lui, la manière qu'il voit ça, c'est ça. Pour montrer son temps, on avait toutes des choses bien colorées avant, mais là, là ça fait une dizaine d'années là, qu'on a la télé couleur. Fait que, on peut commencer à atténuer les couleurs. Puis, on va arriver et dire que ça va être le Star Trek qui va avoir de l'air le plus, qui va passer mieux le temps à cause de ces choses-là. Là. Puis moi, je vais dire vraiment le contraire. Là. Honnêtement, je pense que c'est le film là, à cause des uniformes là, brunâtres. Puis, vraiment, là, il n'y a pas de vie là-dedans. Là. Surtout, peut-être, c'est dans mon œil de 2023. Là, je veux dire, c'est le fun de voir des choses vives. Que ce soit n'importe quoi. Puis, je veux dire, le film d'aujourd'hui, là, tout est terne, tout est drabe. Même on va sur le pont, il manque de lumière. Je veux dire, ça doit être endormant comme tout. Là, j'imagine là, le capitaine, là, pour l'instant, là, c'est Captain Decker qui est là. Que lui, dans le fond, le personnage avait été écrit pour la deuxième phase. Je trouve ça le fun au moins que l'acteur, là, Stephen Collins, n'avait pas été embauché dans le temps qu'on planifiait là, la saison, la phase 2. Parce que, je me dis juste, si maintenant le gars, il pense qu'il va être la tête d'affiche pour la phase 2, puis que tout d'un coup, on en transforme le projet pour devenir un film que finalement, à la toute fin du film, il va être tassé pour qu'on en rembarque notre équipage original. Je sais pas, je trouve, j'aurais pas aimé ça être dans sa tête, mais il était un des derniers là, à être engagé là, pour le film. Mais c'est ça, en tout cas, il y a des affaires là, qui vont clasher avec tout. C'est comme un peu l'antithèse, le pont, les équipages de qu'est-ce qu'on avait là, dans les années 60. Je comprends la mentalité, mais c'était pas la bonne affaire, je pense, à faire. Là. Qu'est-ce qui va arriver là, à partir là, du deuxième film? Là? Je déteste ça, là, commencer à parler d'avenir, mais en tout cas, ce qui est pour l'équipage original, là, qu'est-ce qui va arriver au prochain film, là, je veux dire, c'est vraiment une amélioration. Largement là, le côté visuel, là, pour ce qui est des plateaux. Là. Je veux juste faire la nuance, là, mais même c'est ça. Le pont, je le reprochais un petit peu aux dernières séries, à Discovery, où on est toujours sur le pont, puis il manque de lumière. Puis, je veux dire, dans le film aujourd'hui, là, c'est comme on dirait qu'il y a juste une petite lampe qui est allumée là, à certains petits endroits, mais j'imagine juste le capitaine, une fois de temps en temps, dire ça retourner ouais, science, qu'est-ce qu'il y a sur la planète là, tout ça, puis il se retourne de bord, il dit attends un peu, tu m'as entendu? Oh, ok, tu dors, je veux dire, tu dors sa job. Je veux dire, ça a l'air étant dormant, là, être sur ce pont-là. Là. Mais c'est ça, fait que Kirk arrive à bord de l'Enterprise, puis le Captain Decker, lui, il n'est pas au courant de tout ça. Il y a un peu une... le Captain Decker serait le fils de Matt Decker, qui est une référence à un épisode là, de Doomsday Machine, qui est un épisode qui est quand même assez solide. Dans la deuxième saison, que je vous invite à écouter, mais c'est pas mal le seul lien qu'il y a avec cet épisode-là. Là. Mais je veux dire, c'est quand même le fun de voir ça comme lien. Là. C'est un épisode qui est assez direct. Par contre, là, c'est pas un épisode là, avec grande profondeur. Là. C'est assez... il y a certaines petites idées, là, mais en tout cas, je vous invite quand même à écouter l'épisode. Là. C'est un épisode là, qui est quand même assez solide. Réalisé par Gene Alcoon, comme, juste pour revenir un peu à ce que je disais tantôt. Là. Mais c'est ça, fait que lui, il n'est pas au courant de tout ça. Il n'a pas lu le mémo, à quelque part. Lui, ça fait un an et quelques qu'il est en train de travailler sur l'Enterprise. Dans le fond, le reformatage. Puis dans le fond, il se fait tasser à la dernière minute.
Honnêtement, je dirais qu'il est assez professionnel parce qu'en bout de ligne, OK, il se fait tasser, il comprend qu'il y a quelque chose qui s'en vient vers la Terre. Ils sont à 53 heures là, de la Terre, là, le Voyager. Fait que, tu sais, il faut qu'il se passe quelque chose. De mettre quelqu'un qui est d'expérience, c'est peut-être la meilleure affaire à faire. Il comprend assez bien. C'est juste que, tu sais, bon, on veut essayer de mettre une raison aussi pourquoi que c'est le Captain Kirk qu'il faut avoir à la barre. Ça, je le comprends aussi, que je veux dire, le côté marketing, qu'on ait quelqu'un d'autre à la place, tu sais, je veux dire, il y a 10 ans après, essayer de faire à croire qu'on est à la 4e année de l'Enterprise, de leur voyage, ça serait un petit peu dur à croire. Je veux dire, ils ont tous vieilli énormément. Puis, ils ont vieilli de 10 ans. Fait que, tu sais, ils n'ont plus la même face qu'ils avaient. Là, tu sais, si je veux dire, si maintenant ils ont décidé de faire une suite directe, là, tu sais, puis pas de temps entre les deux, je comprends que, tu sais, c'est un choix qu'ils ont fait, là, que les personnages ont évolué en 10 ans. Puis, je veux dire, je trouve ça le fun, à quelque part. Ils ont comme continué. Ils n'ont pas dit, bon, ben, ils sont restés tous à la même place qu'ils étaient, là, en 69. La série animée, dans le fond, à cette époque-là, était pas canon. Aujourd'hui, on l'a ramené canon. Tu sais, je veux dire, en tout cas, il faut juste... je sais pas si ça change quelque chose, là. Mais de mémoire, ça change pas grand-chose, mais je préfère le mentionner. Parce que je pense que Gene Roddenberry avait pas vraiment là, de rapport là-dedans. En tout cas, il y a quelque chose à quelque part là, qui n'était pas vu comme canon. Là, puis même si pas mal tout le monde était impliqué, là, mais bon, je vais vous en revenir là-dessus quand je vais parler de la série animée. Là, je vais relire plus mes notes là-dessus. Mais c'est en embarquant là, sur le pont, ben c'est ça. On a tous les acteurs là, qu'on n'avait pas vus. On nous a ramené pas mal d'un tapon. On avait eu Scotty un peu plus tôt. On a le personnage là, de Chekhov. Joué par Walter Koenig, que lui est apparu à la 2e saison, mais qui était devenu un personnage régulier, qui montrait que quand même sur dans les années 60, là, en pleine guerre froide, ben, on pouvait travailler avec les Russes. Je veux dire, c'était quelque chose là, qui était vraiment là, quelque chose là, pour unifier là, le monde, là, qui était le but de Star Trek. Qu'en bout de ligne, on est tous des humains, puis qu'on peut tous travailler ensemble, là, peu importe de où ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a de l'air, puis de tout ça, là, tu sais. Puis il y a Aura, que j'ai pas parlé au dernier épisode, que elle, c'est, dans le fond, est aux communications, que ben, je n'ai pas parlé parce que dans l'épisode, là, mais je veux dire, en tant que tel, là, qui a montré aussi là, une autre culture qui était là à travailler avec les gens. Il faut se rappeler quand même aux États-Unis, on a eu quand même une grosse cassure là, à l'époque aussi, où je veux dire, des fois on avait des gens de race noire qui étaient assis là, dans un endroit dans l'autobus, puis ils ne pouvaient pas s'asseoir au même endroit. Là, je pense que c'est un petit peu avant ça, là, c'est dans les 50 ou les. Mais tu sais, le racisme est très fort, même encore aujourd'hui là, aux États-Unis. Mais tu sais, que je veux dire, on travaille ensemble, là, c'est quelque chose qui voulait faire unir à l'écran. Puis, comme je pense que j'ai mentionné au dernier épisode, ben, on a le premier, la première fois qu'un homme blanc et une dame noire ben, se sont embrassés à l'écran. Tout ça là, dans Star Trek, là, juste vraiment pour passer un message de l'unification. On a d'autres personnages là-dedans aussi qui apparaissent là, un peu partout. Janice Rand, que c'est pas des personnages d'avant-plan, mais qui sont quand même là, ont été là. Je veux dire, elle, c'est juste une officière de même. Là. Puis le personnage de Chapel aussi, là, que elle, c'est une infirmière qui est jouée par Majel Barrett, qui est devenue là, la femme là, de Gene Roddenberry, ou elle l'était peut-être à l'époque. Là. Mais qui a quand même une place aussi que, tu sais, il jouait dans la série originale, mais qui tu sais, si on ne le remarque pas, on le voit pas. Puis c'est ça, je veux dire, c'est parce qu'il était un peu d'avant-plan de tout ça, mais tu sais, c'est le fun d'avoir ramené ça un peu tout comme en célébration dans le film d'aujourd'hui. Quand on a vu la série originale, puis on voit les acteurs, tout ça, tu sais, des fois, ils ont changé leur chevelure. C'est sûr qu'ils ont tous vieilli d'une dizaine d'années.
Même à commencer par William Shatner, qu'il était plus blond dans la série originale, puis là, il est rendu brun. Fait que, il y a toutes des choses qui ont changé. Puis sans mentionner que William Shatner était devenu Michael Myers dans Halloween, bien sûr, malgré lui. Mais c'est ça, fait que on a Sulu aussi que quand je n'ai parlé la dernière fois, ben qui était juste un scientifique, puis là qu'il est rendu à la barre le navigateur là, de l'Enterprise. Fait que finalement, ben, on a un peu notre équipage. Éventuellement, ben, on a le docteur McCoy qui est apporté. Qui est comme qui fait partie, là, comme on peut dire, la série originale est une trilogie de personnages. C'est comme nos 3 personnages principaux. On a Kirk, on a Spock, qui sont comme un peu la face. Là, je veux dire, c'est comme les 2 personnages les plus connus, je pense, de toute la franchise. Bon, c'est discutable, Picard, mais dans la série originale, ben on a comme tout notre trio qui font notre cœur. Spock, qui est la logique. On a le Kirk, qui est comme un peu le cœur là-dedans. Puis on a McCoy, que lui va apporter plus le côté de GBS, là, le gros bon sens là-dedans. Fait que, avec ces 3 mentalités-là, on peut jouer avec des choses qui, quand il y a une situation, ben, ils vont chacun dire un peu leur point de vue, puis que, dans le fond, ils vont pouvoir aller de l'avant avec ça. Puis c'est ça qui fait le noyau là, de Star Trek. Puis même sans un de ces 3-là, puis c'est eux autres qui vont continuer, dans le fond, là, qui vont être le noyau là, des 6 films, là, dans le fond, là, les 6 films principaux. Puis sans un de ces 3-là, je veux dire, le film là, ne tient pas. C'est sûr qu'il n'y aura pas grand-chose à faire pour McCoy aujourd'hui. Il va être là, des fois il va apparaître, puis dans le fond, il n'y a pas d'affaire là, mais il va être là pareil. Mais c'est ça, à quelque part, c'est important qu'il soit là autant que Spock ou de Kirk. Fait que Kirk, il va montrer à l'équipage là, que là, c'est assez urgent. Là, V'ger, ben, il ne s'appelle pas V'ger pour l'instant, ils ne savent pas, mais on va l'appeler de même là, pour faciliter les choses. Est à 53 heures de la Terre, fait qu'eux autres doivent partir. Peu importe, l'Enterprise prêt ou pas, ils doivent partir. Fait que l'Enterprise va partir, puis ils vont se ramasser dans un genre de trou noir. Dans le fond, c'est juste comme une. Parce que l'Enterprise n'est pas prêt à partir, puis il est pas assez bien calibré, tout ça. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est une scène qui paraît un peu drôle. C'est comme un peu pour faire un peu un show-off d'effets spéciaux. C'est pas mal ça, parce qu'en bout de ligne, il n'y a pas vraiment de suite à ça. C'est quelque chose que je vais reprocher un peu au film. On a montré que le téléporteur, il marchait pas, puis que là, ben, même si l'Enterprise essaye de bouger, ben, il n'est pas capable de bouger parce qu'il n'est pas prêt. Mais ça n'a pas vraiment d'incidence dans le film, à part de juste nous montrer des effets spéciaux, puis c'est vraiment la seule raison qu'on nous montre ça. Puis, moi, honnêtement, si je serais à refaire pour une coupure du film, je couperais ça, là, cette scène-là. Oui, visuellement, c'est vraiment bizarre, là, mais ça l'apporte un peu le conflit entre Decker et Kirk. C'est la seule affaire qu'il peut apporter, parce que pendant cette... qu'ils sont comme dans cette phase-là, Kirk va arriver pour dire, bon, donner un coup de rayon phaser, mais Decker va dire, non, il faut envoyer une torpille à protons pour détruire un genre là, de météore qui est placé là, en face d'eux autres, puis un astéroïde plutôt. Mais c'est ça, puis dans le fond, le capitaine a donné un ordre, puis l'autre, dans le fond, il a contré son ordre. Mais en même temps, c'est ça, on va comprendre que Decker, il est plus, il comprend plus qu'est-ce qu'il fait.
Ça donne un peu le côté qui a plus raison, puis que peut-être que Kirk n'est pas à sa place, mais que Kirk, il force le fait qu'il veut revenir à la barre de l'Enterprise. Mais, en tout cas, tu veux comme être un peu en arrière de Kirk, mais je trouve qu'ils vont jouer bien la ligne de est-ce qu'on déteste Kirk parce qu'il est arrogant, puis à quelque part, on va penser que le réalisateur veut qu'on aime Kirk, mais le fait qu'il est capable de se rendre compte que, dans le fond, là, il n'agit pas correct, je trouve que on joue bien la ligne là-dessus, que dans le fond, on peut sympathiser avec Kirk. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un humain ici qui n'a jamais fait un acte, dans le fond, par côté un peu égoïste pour, je veux dire, juste à son bénéfice. Puis, juste penser que c'est lui qui a raison juste pour la situation d'avoir raison, là, fait que, sur ce côté-là, je pense que c'est pour ça que je pense qu'on est capable d'embarquer en arrière de Kirk pour ces raisons-là, mais le personnage de Decker est vraiment un bon personnage, justement, pour contrer qu'est-ce que Kirk fait, puis je trouve ça le fun que on s'arrange pas pour que Decker paraisse pour un incompétent. Il est vraiment compétent, puis il est plus que compétent pour faire la job. Puis j'aime beaucoup cette dynamique-là. Si maintenant il y a une dynamique que j'aime pendant le film, c'est cette histoire-là pour montrer comment que à quelque part, Kirk va devoir peser sur son orgueil, qu'il se rend compte que, il est dans le champ quelque part, puis qu'il a besoin de Decker. Même s'il veut reprendre le contrôle de l'Enterprise, il va redevenir le capitaine, ou dans le fond, il veut mener cette mission-là. Decker, il est là, puis il a les compétences, puis on le rabaisse pas. Je trouve que c'était un bon choix là, de côté scénaristique de ne pas le rabaisser. Ça fait que le film est fort côté scénario pour ces idées-là. Fait que éventuellement, le vaisseau de Spock les rattrape parce que dans le fond, l'Enterprise ne peut plus bouger. Ça, dans le fond, d'après ce que je peux comprendre, s'il est arrivé là, c'est parce qu'ils n'ont pas tout réécrit l'histoire, mais c'est comme un peu une manière là, aussi de le réintroduire, puis peut-être pas tout réintroduire tout d'un coup. Le personnage d'Aura, de Sulu, Chekhov, sont pas. C'est des personnages réguliers, mais c'est pas. Le monde, sont contents de les voir, mais c'est pas. Le monde. En tout cas, ça machin, là, ils viennent pas pour ces personnages-là. Mais pour comme un peu revoir une entrée grandiose, je pense que c'est un peu plus qu'une demi-heure du film, là, ramener Spock qu'on a vu, comme c'était le premier personnage qu'on a vu, mais on ne l'a pas vu depuis ce temps-là, puis là, le ramener, là, qu'on fasse l'emphase pour le ramener, puis qui revient. C'est correct quelque part. Je pense que c'est ça. On voulait quand même trouver une manière. Puis là, comme par hasard, là, il est arrivé, là, il a croisé l'Enterprise. Je ne savais pas c'était qui. Je parlais de Chekhov, que lui, il est là pour. Dans le fond, là, quand Spock arrive, là, il est là pour l'accueillir. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que Chekhov, il dit bienvenue à bord, monsieur. Puis là, où est-ce que Spock il va lui dire permission de monter à bord, puis Chekhov va répondre oui monsieur, oui, puis il va comme c'est comme s'il n'a jamais vu Spock, il n'a jamais vu ses oreilles, ou je sais pas quoi là. J'ai jamais compris dans le fond la réaction de Chekhov à cette scène là, mais bon, fait que on a tout notre trio, notre équipage, puis eux autres sont prêts, dans le fond, là, à aller affronter V'ger.
Il va se ramasser en face de V'ger, puis la première affaire que Kirk va dire, ben, tu sais, ne scannez pas l'anomalie, là, on va, en tout cas, pas le scanner, là, dans le fond, là, on ne sait pas qu'est-ce qui a enclenché, dans le fond, la destruction là, de... Tu sais, dans le fond, la base, là, Epsilon, là, puis, l'affaire qu'il ne faut pas faire, c'est commencer à les provoquer, puis peut-être que le scan, c'est ça qui les avait provoqués. Mais tu sais, ils n'ont pas le choix d'être là. Je veux dire, ils n'ont pas le choix de faire quelque chose parce que sinon, ben, la Terre, là, elle va se faire ramasser. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Là, on se dit qu'ils pourraient partir, ils pourraient se sauver, mais ils vont revenir à quoi? Il n'y aura plus de Terre. Là, fait que, est-ce que V'ger était capable de digitaliser la Terre? Parce que, tu sais, dans son chemin, il va croiser des planètes. Est-ce qu'il a digitalisé des planètes? Y a-t-il des planètes qui ont disparu? Ça, c'est des affaires là, que ça, je sais pas tout à fait abordé, mais dans le voyage un peu que Spock va faire pour rentrer là, dans le noyau là, de V'ger, ben, on va voir qu'il y a des planètes, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que, est-ce qu'il y a, il y a des planètes qui peuvent être digitalisées? Là? Je pense que oui, mais bon, quand il arrive dans le système solaire, est-ce que, avant de se rendre à la Terre, est-ce qu'il y a digitalisé Mars? Est-ce qu'il y a, toutes les autres planètes alentours? C'est ça qui est un petit peu là, un questionnement. Bon, on n'a pas tout pensé. Moi, je pense peut-être à trop. Là, peut-être que j'ai mis trop le paquet. Là, c'est... Bon. Je vais laisser tomber ça en bout de ligne. Fait qu'il va trouver que V'ger envoie un message sur une fréquence qui est envoyée, puis éventuellement, ben, Spock va pouvoir renvoyer là, un message sur cette fréquence-là, probablement pour pouvoir rentrer en communication, mais pas plus que ça. En bout de ligne, là, pour montrer là, que il y a quelque chose là, qui peuvent s'entendre dessus, mais ça va juste un peu laisser l'Enterprise là, pouvoir se rapprocher puis rentrer un peu là, dans le nuage. Là. Mais tu sais, dans tous les scans qu'on a, puis je pense que même à partir des Klingons, les autres sont capables là, de découvrir qu'il y a quelque chose au centre du nuage. Mais c'est de s'y rendre qui est un peu le problème. Fait que ils vont rentrer là, dans le nuage. Il va y avoir plusieurs effets visuels. Puis c'est là où vraiment on se sent là, dans le film de 2001, là, l'Odyssée de l'espace. On se promène, puis on voit juste des effets visuels. Puis c'est juste le visuel, puis la musique là, de Jerry Goldsmith là, qui tient le film là, à cette partie-là. Y a-tu trop d'effets? Ben, je veux dire, je pense que ça dépend de notre humeur. À quelque part, là, il y a. C'est ça qui m'a perdu, rendu là. Je pense que sur la télé 4K, c'est le fun qu'on voit un peu plus. Dans le fond, mais ils ont retravaillé les images aussi un peu. Là, ils les ont embellis. Puis je pense que c'est là au moins que c'est le fun à voir. Tandis que. Juste pour avoir. Je vérifie un peu sur ma version DVD. Puis voir tout en basse résolution, ben, tout est de l'air tout assez drabe. Puis, c'est pas très, très tout le temps plaisant à voir. Là. Honnêtement, là, je pense que plus le film peut ressortir visuellement, je pense que c'est un atout au film, mais il y a trop de visuels, honnêtement, parce qu'en bout de ligne, on essaie de comprendre ce qui se passe. En bout de ligne, l'Enterprise, lui, il passe le nuage. Puis finalement, ben, éventuellement, à force là, de voyager au travers, ben, il se ramasse avec un genre de noyau. Il y a comme un vaisseau au centre de ça. Puis il va comme contourner le vaisseau, va passer par-dessus, mais éventuellement il va trouver comme une porte pour pouvoir peut-être rentrer là, dans le vaisseau. En tout cas, c'est plus clair dans la version. Quand on l'écoute sur un grand écran, c'est beaucoup plus clair que quand je l'écoutais sur ma copie bêta que j'avais sur ma télé 4.3. Puis je veux dire, où ce qu'on voyait pas grand-chose rendu là, tout est comme. Les côtés sont coupés, des affaires de même. C'est très. C'est plus facile de l'écouter aujourd'hui. Ça, je vais dire ça. Là, c'est quelque chose là, qu'on peut plus comprendre que ce qui se passe. Mais c'est ça. Fait qu'éventuellement,
il y a une sonde qui est envoyée de V'ger pour comprendre qu'est-ce qui est à bord de l'Enterprise. Puis, dans le fond, il va, on va dire, de ne pas interférer. Il y a Spock là-dedans qui va essayer d'interférer, mais il ne va pas se passer quelque chose avec lui. Par contre, il va. On a eu un personnage là, que je n'ai pas encore parlé. Là. Il y a le personnage là, de Elia qui est joué là, par l'actrice Persis Kambata. Qu'elle est d'origine indienne. Elle a les cheveux noirs. Mais je veux dire, elle a été demandée là, d'avoir une belle chevelure comme la mienne, là, que vous pouvez voir. Puis c'est sûr que ça y a fendu le cœur là, de devoir faire ça. Mais je me demandais pareil. Est-ce qu'elle elle devait avoir, elle aurait pu avoir les cheveux longs au début, puis quand elle est représentée là, par comme le probe, là, un peu plus tard, là, par V'ger, là, est-ce qu'elle aurait pu avoir les cheveux courts à partir de là? Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle est vue comme une autre espèce, là, les chiennes, quelque chose de même, là, je ne l'ai pas noté, là, mais elle n'est pas humaine. On a vu un peu là, qu'elle a des capacités là, de guérissantes qui, encore une fois, ne sert à rien. Il y a beaucoup d'affaires qu'on a apportées, puis qu'on apporte dans le film, là, comme je dis tantôt, qu'ils n'ont pas de répercussions plus tard dans le film. Fait que, bon, c'est beau pour l'univers, mais il manque des fois là, de donner une raison, surtout comme l'Enterprise, que c'est correct pour elle, quelque part, qu'elle va soigner Chekhov. Ça va. Mais le côté là, de l'Enterprise qui a besoin là, de réparation, qui n'est pas 100% fonctionnel, ben, il n'y a pas vraiment de raison. Là. Je veux dire, ça donne absolument rien, à part de juste rajouter des affaires, des superflus. Mais, bon, ça rajoute un réalisme, ça, au pire des cas. Mais c'est ça, elle, finalement, ben, elle va être digitalisée, elle va être embarquée là, dans le système de V'ger. Puis, c'est ça, quelque part, on va perdre ce personnage-là. Dans le fond, on savait que dans le passé, elle avait eu une relation avec Decker, puis finalement, ben, ça s'est terminé. Là. Lui, il a dû quitter l'endroit, là, mais ça va être la base qu'on va avoir réutilisée, on va avoir réécrit là, leur histoire. Là. Quand on va avoir adapté, là, on va commencer à travailler sur Next Generation, ben, on va avoir utilisé un peu leur histoire là, comme fond d'histoire là, pour les personnages là, de William Riker et de Deanna Troi. Mais c'est ça, fait que fait que notre Enterprise va se ramasser juste à la porte, en tout cas, il semble être une porte pour arriver là, au noyau là, comme un peu dans le vaisseau, mais comme à la porte là, pour pouvoir se rendre là, vraiment au centre de V'ger. Là. Alors, V'ger va renvoyer une copie. Ce qu'on va comprendre, je pense, je ne sais pas si c'est dans le DVD ou le commentaire ou dans le livre en question que je parlais, là, mais c'est comme une copie fax, dans le fond, de quelque chose. Mais c'est comme si, quand tu fais ta copie, ben, ton document original se fait broyer. C'est un peu ça qui se passe avec le système. C'est que, dans le fond, il copie quelque chose. Puis il va renvoyer Elia sur l'Enterprise, mais comme juste une sonde pour savoir c'est quoi qu'il y a sur l'Enterprise, puis avoir des questions, dans le fond, pour avoir des réponses. Elia, ben c'est ça, ils vont avoir réapparaître là, dans la douche de Elia, la vraie, si on veut. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une douche de cette époque-là n'a pas d'eau. Dans le fond, c'est une douche sonique, là, dans le fond, qui appelle. Puis que, dans le fond, il n'y a pas d'eau. Mais aussi, elle est auto-habillante aussi, là. Parce qu'on peut voir qu'il n'y a pas grand linge dans la douche, mais que finalement, elle sort, puis la douche, elle peut être tout de suite habillée.
Peut-être un peu comme dans Batman, là, où ce que genre, juste en descendant le poteau, là, on a un poteau auto-habillant. Là. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, bon, je vais l'appeler encore Elia, mais je trouve ça quand même assez bien ce que l'actrice a fait. C'est qu'il y a vraiment une différence. Parce qu'en bout de ligne, ben, c'est ça. C'est une copie parfaite d'Elia, mais c'est comme c'est un robot en bout de ligne. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est une sonde. Elle est là pour essayer de trouver c'est quoi des réponses sur l'Enterprise. Mais notre équipage va se servir de le fait qu'il y a peut-être, puisque c'est une copie parfaite, ben, il y a peut-être une partie de Elia qui est encore là. Fait que, dans le fond, on va miser sur Decker, dans le fond, que lui va essayer là, d'aller chercher là, des sentiments de Elia, puis dans le fond, des choses qu'elle a faites. Puis l'actrice, mais elle, ce qu'elle va faire, c'est que elle va pas cligner les yeux. Il y a un endroit, ça a l'air qu'elle cligne les yeux. Là. Je ne l'ai pas trouvé, là, dans le fond, là, mais il y a un endroit là, qu'elle cligne les yeux. Puis, mais c'est ça, en tant que tel, là, le personnage ne cligne pas des yeux. Puis, elle regarde jamais dans les yeux les autres. Elle est toujours en train de regarder dans le nulle part, en train de parler. C'est comme si le visage n'a pas vraiment de reconnaissance. Puis je trouve ça vraiment merveilleux. À part des fois où est-ce que tout d'un coup, il y a une partie de Elia qui réapparaît, ben c'est là qu'il est capable de regarder le personnage de Decker. Je trouve ça quand même juste intelligent la manière que l'actrice elle va jouer là, la nuance entre le drone et le personnage là, d'Elia. Tu sais, de faire la nuance. Bon, c'était peut-être aussi le réalisateur aussi qui a forcé ça, mais il y a quand même une partie là, de l'actrice là, qui va apporter ça. Puis je veux dire, c'est vraiment une belle idée. Fait que éventuellement, ben, même s'il retrouve une petite partie d'Elia là-dedans, ben, elle reste quand même là, principalement là, un drone là, pour. Je pense que c'est sûr qu'on c'est mieux de dire là, un drone au lieu d'une sonde. Là. C'est un drone de V'ger, mais c'est là que, dans le fond, ils ont un nom pour l'entité qu'ils appellent V'ger. Est-ce que c'est en fouillant un petit peu au travers que, avec les communications, que finalement, ils font que V'ger découvre son nom? En tout cas, il y a plusieurs un peu de questions sans réponse. Comment il a fait pour savoir son nom? Parce que si maintenant c'était des communications initiales, ben il saurait bien que c'est Voyager et non V'ger. Bon, ça c'est des questions qu'on a sans réponse, mais qu'on peut peut-être un peu là, trouver des réponses en pensant un peu. Là, mais c'est ça, quelque part, faudrait dire, je pense que le Voyager est arrivé, puis que finalement, en comprenant l'anglais, dans le fond, l'anglais écrit, il a vu V'ger, puis c'est que là, c'est pour ça qu'il s'est nommé. Finalement, il s'est dit, ah, ben je m'appelle V'ger, tu sais, puis il comprend pas qu'il y a juste un peu à nettoyer pour voir Voyager, mais je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Parce que là, c'est ça, en bout de ligne, là, Spock, lui, lui, il va avoir des réponses en tant que tel. Il veut comprendre un peu, là, il y a comme un lien qui le rattache un peu à Voyager. Lui, il ressent ça. Puis lui, il va embarquer dans une combinaison spatiale pour embarquer dans l'espace, pour finalement aller peut-être rencontrer V'ger directement. Puis il va voir pas mal le chemin de V'ger. Puis finalement, ça va faire un peu le faire virer. Il va comme surcharger, dans le fond, il va surloader là, toute l'information. Finalement, il va comme éjecter de ça. Mais il y a un bout où ce que Kirk, lui aussi, va embarquer dans une combinaison spatiale, mais c'est vraiment juste pour aller rechercher Spock. Là. Il n'y a aucune raison pour ça. Je sais pas s'il n'aurait pas dû avoir quand même un moment avec Kirk. Je veux dire, c'est comme le capitaine, parce qu'il ne fait pas grand-chose là, dans toute la finale. Oui, c'est le porte-parole de l'humanité, si on veut, là-dedans, mais c'est tout, là.
Mais, tu sais, on voit quand même, juste avec le voyage de Spock, encore un peu là, du 2001, là, il y a beaucoup d'abstrait. Ben, tu sais, dans le commentaire, ils disent qu'il y a de l'abstrait, mais en bout de ligne, quand plus tard l'Enterprise, il peut lui-même passer là, la porte, ben, tu sais, c'est pas mal similaire à ce que Spock a vu. C'est comme un peu représenté qu'est-ce que Voyager a vu dans son voyage, dans tout ça. Et bon, il n'y a pas vraiment une méga sculpture là, de Elia là, dans Voyager, je ne crois pas, là, mais c'est juste un peu pour représenter là, tout son savoir. Fait que, en bout de ligne, ben c'est ça. C'est pas que lui, dans le fond, là, il comprend un peu rendu là. Il va arriver, puis quand il va être dans le fond sur son lit là, à l'infirmerie, ben, il va comprendre que V'ger, lui, dans le fond, il est complètement informatique. Il n'y a pas de sensation. Lui, il veut juste des réponses. Puis, ça l'a fait un peu allumer Spock que, tu sais, il a besoin de ses émotions. À quelque part, que, tu sais, le côté rattachement. On a mis ça un peu en emphase là, que quand Spock est arrivé à bord, que tout le monde est content de le voir, mais Spock il a dit bon, c'est une perte de temps, là, arrêtez de me perdre du temps à essayer de me voir, tout ça. C'est des émotions inutiles. Puis là, ben, c'est ça un peu qui comprend que Voyager, ben, que lui s'en va vers ça. T'sais, un côté de non-émotion, ben, qu'il n'y a pas aucune reconnaissance des choses, ressentir des choses, ben, c'est quelque chose là, qui fait partie de lui, quelque chose qu'il doit finalement embrasser. Là, que, je veux dire, c'est ce qu'il est, puis que de voir quelque chose qui est complètement froid à tout, ben, ça le fait réagir, puis il se dit, ben, c'est peut-être pas ça qu'il veut. Là. C'est pour ça qu'à la toute fin, là, il veut pas retourner là, à Kolinor, qu'il préfère rester sur l'Enterprise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais c'est ça. Fait que, éventuellement, ben, il y a un peu là, de négociation entre le drone, là, ben, de Elia et de Kirk, où ce que finalement ben, Kirk qui dit bon ben en bout de ligne ben on va on peut pas négocier avec Voyager, ben on va partir. Elia a dit ben tu sais je veux on veut rencontrer le créateur. Voyager veut rencontrer le créateur. Que dans le fond c'est ça sa mission de savoir c'est quoi qu'il a créé. Fait que, tu sais, on peut, à partir de ce moment-là, se dire, bon, ben, c'est une. Ben là, on comprend que c'est une machine, probablement, puis un créateur, mais c'est quoi exactement? Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Puis, Kirk, lui, dans son idée, ben, tu sais, regarde, si je peux pas voir Voyager, ben, moi, les négociations finissent là. Fait que, tu sais, il y arrive, il dit, ben, tu sais, si, mettons, il va avoir juste des négociations. Ben, tu sais, c'est parce qu'en même temps, Voyager arrive sur le bord de la Terre. Fait qu'il dit, bon, ben, tu sais, si, mettons, c'est tout un peu la négociation de qu'est-ce qui va céder un peu, mais éventuellement, Elia dit bon, ben, tu sais, regarde, on va rencontrer si tu es capable de me dire c'est qui le négociateur, c'est qui le créateur, ben, quelque part, ben, tu sais, on va laisser là, la Terre sauve, parce que là, on n'est pas capable de trouver le créateur. Mais c'est ça, à quelque part, Kirk réussit à convaincre Elia que le créateur, ben, qui va donner l'information du créateur, s'il réussit à parler à Voyager directement, à Voyager directement. Fait que dans le fond, on va créer un pont pour, ben, on va laisser l'Enterprise rentrer, puis finalement, ben, on va se rendre directement à Voyager. Que, ben, on va avoir recréé là, un drone ou une sonde là, de Voyager qui, je sais pas à l'époque, c'est sûr que moi j'étais pas né en 1979, là, je suis né en 1980. Puis même, je veux dire, avant ces années-là, je pense pas pouvoir avoir fait le lien là, avant d'avoir au moins quelque chose comme 10 ans. Là. Mais je sais pas à l'époque si, mettons, tout le monde, quand ils se sont mis à dire Voyager, avec le spatial. Puis, depuis 1977, c'est là qu'on avait envoyé les sondes spatiales Voyager 1 et Voyager 2
Tu sais, dans le fond, il n'y a jamais eu de Voyager 6 en bout de ligne. C'était peut-être un peu une supposition, là, que peut-être qu'éventuellement on allait envoyer Voyager 6. Les deux Voyagers, je pense qu'ils sont encore actifs à ce jour. Ils envoient des photos. Là, ils vont genre quelque chose comme à 500 1000 km/h. Là, c'est fou là, la vitesse que ça, qui voyage. Là, ces sondes-là là, que je lisais là-dessus. Là. Mais en tout cas, c'est ça, il n'y a pas de Voyager 6, là, c'est fictif, mais il va savoir baser dans le fond là, sur les deux navettes Voyager qui ont été envoyées, puis ils vont avoir recréé là, ces sondes-là là, à une échelle là, de 3 quarts, je pense à peu près là, pour les démontrer. Mais ça finit pas mal là en bout de ligne. Là. On a pas mal les réponses là, de c'est qui a envoyé. Là, c'est qui, là, dans le fond, la menace là, pour la planète. Mais c'est ça, dans tout ça, on a Voyager qui veut rentrer en contact avec son créateur. Dans le fond, il va avoir coupé le lien. Parce que là, tu sais, bon, ils savent c'est qui Voyager. Alors, pour répondre à ça, ils vont demander là, avoir là, des communications avec la Terre, puis pouvoir un peu expliquer des choses. Mais Voyager va avoir coupé je sais pas, le câble Ethernet, là, peut-être, là, puis il ne recevra pas l'information. L'affaire qu'il veut, c'est de rentrer en contact avec son créateur, rentrer en contact avec un humain, dans le fond, pour comprendre qu'est-ce qu'il est. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est satisfaisant comme fin, quelque part. Puis je me dis, bon, ben, en digitalisant la base Epsilon, il y avait des humains là-dedans. Là, à quelque part, il doit comprendre un peu. Là, je veux dire, c'est une fois que tu dis, bon, ben, un humain, c'est ton créateur. Fait que, je veux dire, c'est comme on a oublié un peu cette partie-là, je pense bien. Sinon, ben, l'astronaute qui est tout seul dans l'espace, je veux dire, si mettons, ils ont tout. Si mettons, Voyager a tout mis dans un même tapon, ben, l'astronaute qui est tout seul, ben, je veux dire, il est tout seul, il n'est pas avec Epsilon, là. Mais c'est ça. Fait que, en bout de ligne, ben, c'est ça la solution, en bout de ligne, là, pour arrêter la fin. Mais. Tu sais, si on regarde ça dans l'idée de, on veut pas avoir de grosses batailles à la Star Wars, ben, pour apporter quelque chose de différent, ben, je veux dire, c'est quelque chose qui démontre quelque chose qui apporte une finalité différente dans tout ça. Mais c'est ça, fait que ça termine pas mal de même dans le fond. Là, en bout de ligne, ils ont pas mal tout trouvé un peu leur chemin. Est-ce que Kirk, qu'est-ce qu'il va faire? Va-tu continuer comme amiral? Tout ça. En même temps, il y a ses grades, il n'y a pas de vaisseau à lui. Parce que le vaisseau appartient, le capitaine, c'est Decker, mais c'est ça. En bout de ligne, ils vont arriver un peu comme que j'ai dit, là, comme dans un épisode de Star Trek, où ils vont arriver, puis ils vont comme faire un peu un récapitulatif. Notre trio là, de McCoy, de Spock et de Kirk, puis dans le fond, ils vont un peu refléter là, sur la situation. Puis juste dans le fond, ils vont pas dire qu'ils sont décédés, mais dans le fond, qu'ils sont marqués comme juste de marquer là, dans le dossier là, qu'ils sont manquants, tout simplement, et non décédés. Parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui. Je ne suis pas trop sûr exactement. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement qu'est-ce que ça fait. Parce que ils vont supposer comme que c'est la naissance d'une nouvelle, d'une nouvelle entité. Mais on voit pas vraiment l'entité à part un genre de grosse explosion. Puis, je veux dire, un visuel là, iconique là, de l'Enterprise qui sort là, de la lumière, tout ça. En tout cas, je veux dire, c'est remarquable. Là, je veux dire, ce plan-là, là, il est vraiment beau. Là. Je veux dire, il est classique, là, ce visuel-là. Mais qu'est-ce qui devient en même temps? Il est comme invisible, il est sur une autre fréquence.
Qu'est-ce qu'il est? Il existe-tu encore? Ou juste comme c'est une totale destruction? Je sais pas. J'ai pas. Il est comme devenu dans l'air de même. C'est pas très clair. C'est sûr que tu sais, dans le côté où ce que Decker s'est finalement réuni avec Elia dans un monde digital, mais pourquoi que V'ger disparaît? C'est sûr que j'ai un petit peu. Je comprends pas tout à fait parce que faudrait que, je veux dire, qu'il y ait un disque dur à quelque part, là, je veux dire, pour mettre ça assez simpliste de même, là, qui tombe dans une clé USB ou quelque chose de même, là. Mais tu sais, à quelque part, même si on se dit, là, il est dans le cloud, là, je veux dire, il y a des serveurs à quelque part, là, tu sais. Alors, en conclusion, tu sais, je me vois mal endosser pareil un film que j'ai. Je me suis endormi la moitié des fois que je l'ai vu. Tu sais, oui, je suis revenu parce que je suis un fan de la franchise. Mais, tu sais, honnêtement, si c'était pas de la rétrospective de mon amour pour Star Trek, de tout ça, je penserais pas que je l'aurais réécouté. Là, tu sais, peut-être qu'éventuellement, j'aurais dit, ah, il me semble que c'était plate, puis je m'aurais essayé un peu. Mais, tu sais, honnêtement, je peux pas endosser pleinement le film. Ce que je vais faire, par contre, c'est que, tu sais, bon, je vais faire le compromis un peu entre les deux parce que, tu sais, honnêtement, le visionnement, là, 4K, tu sais, puis un peu la maturité, tu sais, puis pourquoi que la dernière fois que je l'ai vu, tu sais, j'ai réussi à embarquer plus, là, de pouvoir l'écouter, là, d'un trait. C'est un peu de comprendre, puis, tu sais, peut-être, justement, là, pour m'attendre à un film de Star Wars, m'attendre à un film, je veux pas dire plus cérébral, tu sais, c'est un film qu'il faut que tu l'écoutes, mais sans, tu sais, il y a que c'est juste une expérience, peut-être, tu sais. Puis, c'est le seul fait que je peux arriver, puis tu sais, on peut y en arriver avec un jaune. C'est pas le plus flamboyant des jaunes non plus. Tu sais, c'est ça le problème. C'est que c'est pas merveilleux comme film. C'est correct, mais sans plus. Là. Tu sais, je sais qu'il y a des films là, qui vont arriver plus tard dans la franchise que je vais pas mal plus apprécier. Mais tu sais, avec cette idée-là, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup plus là, de. Tu sais, la plupart. Puis c'est un peu un problème là, qu'il va y avoir. Parce que c'est sûr que je vais me concentrer plus sur les films, même si je vais couvrir quand même quelques épisodes. Mais c'est quand même une franchise qui est construite à partir d'une série télé qui fait que la série télé, tu sais, les épisodes, puis son format est plus fort en tant qu'épisode singulier que quand il étire une histoire pour en faire un film. Tu sais, il y a beaucoup d'histoires singulières qui sont meilleures que n'importe quel film dans toute la franchise. Puis, ce sera pas un problème pour les films, mais qui va faire que les films sont plus des genres de bandes-annonces ou de méga bandes-annonces, là, mettons, là, pour montrer c'est quoi l'univers au petit écran, puis qu'il y a des histoires plus intéressantes. Je ne suis pas en train de rabaisser le produit, mais c'est ça pareil, parce que c'est quelque chose qui a été construit au petit écran, puis que sa force est comme ça. Puis il y a des choses qu'on peut pas trop élaborer. Puis c'est ce que ça montre un peu avec le film d'aujourd'hui. Mais on va avoir quand même des bonnes adaptations dans le fond, là, dans les prochains épisodes. Là. Ce ne sera pas la semaine prochaine, mais quand même qu'il va y avoir des bonnes manières là, d'apporter les personnages. Mais contrairement à quand on a 30 épisodes là, dans une saison, là, comme qu'on avait là, dans la série originale, ou même une vingtaine d'épisodes là, pour les séries qui ont suivi, on peut se permettre de commencer à prendre un peu de temps pour tout l'équipage, mais sauf que ça, on n'a pas ça aujourd'hui. On a des petits moments, vraiment là, quelques secondes là, pour nous en montrer les personnages. On prend peut-être trop de temps pour introduire l'Enterprise. Mais
pour moi, c'est correct, mais je comprends que pour l'auditoire général, c'est trop, c'est vraiment trop. Mais c'est ça un peu le film. Fait que, tu sais, j'y vais sur un jaune qui va peut-être pencher un petit peu légèrement là, dans l'orangé un peu, mais tu sais, il y a quand même des choses que si tu t'attends pas. Tu sais, je comprends qu'en 79, peut-être qu'on s'attendait un peu à un film à la Star Wars, surtout un film qui commence avec les Klingons, qui est comme l'ennemi là, de Star Trek là, à l'époque, ou les Romulanais. Là. En tout cas, je veux dire, on part avec cette idée-là, puis que, dans le fond, on finit dans un côté que il n'y a pas de confrontation à la toute fin, qui est quand même assez étrange. Mais, c'est ça, je veux dire, ce film-là est fait avec la retombée de Star Wars. C'est pas juste à cause de ça. Je veux dire, ça faisait un bout qu'on travaillait pour faire un film de Star Trek, mais c'est ça, je veux dire, il reste que, c'est un grand écran, sur grand écran, puis généralement, il faut qu'il y ait quand même un punch ou quelque chose. Ça va-tu devenir un petit peu un problème quelque part au courant de la franchise? Je cacherai pas mon jeu que à quelque part, il y a certains éléments où je me dis, bon, mais y a-tu toujours besoin d'avoir un vilain en arrière de tout ça à la fin de chaque film? C'est ça qui va devenir un petit peu redondant, là, pas tout le long. Il y a quand même une couple de films là, dans la franchise qu'on va réussir à trouver une manière intelligente de ne pas avoir de combat final, mettons, puis qui va avoir un film là, bien mieux balancé que le film d'aujourd'hui. Mais ça va être pour une autre fois. Fait que, tu sais, en tout et partout, là, comme je dis, là, je peux pas l'endosser pleinement. Puis c'est plate là, que je pars avec 2 épisodes, puis ça part un peu là, pas rassurant. Mais je vous assure que ça va changer vraiment là, à partir du prochain épisode, dans le fond. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va faire un doublon. On va parler là, de Gremlins, le film là, de milieu des années 80, là, film de Noël, dans le fond. Fait que je me suis dit, ben, ça va être quelque chose qui va changer un petit peu, de faire quelque chose de différent. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté les Gremlins. Je pense que j'en ai parlé un petit peu cet été, là, quand j'ai couvert Goonies. Dans le fond, j'avais comme un coffret avec Gremlins et Gremlins 2 avec mon film de Goonies. Fait que peut-être que c'était ça un peu le fond de l'idée là, qui est apparu de même. Je me suis dit, ben tiens, tant qu'à ça, m'a faire le coffret au complet. Mais c'est ça, quelque part, puis le temps des fêtes, tout ça, faire une autre petite franchise que je pense qu'il est bien aimé, mais ça fait tellement longtemps que j'ai vu ces 2 films-là. Fait que ça va être ça pour les 2 prochaines semaines. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du film d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le film de Star Trek ultime pour vous? Il y en a que c'est le meilleur film de Star Trek. J'ai de la misère à croire, là, mais en tout cas, je pense que c'est juste des gens là, qui sont bornés sur le titre du film, honnêtement, là, sans méchanceté. Là. Mais je pense pas que. Je pense qu'on va avoir meilleur là, la prochaine fois là, avec Star Trek 2. Par contre, là, pour Space Seed, je sais pas si je viens de m'en rappeler du nom là, tantôt. Là, fait que. Que ça, je me rappelle pas assez de cet épisode-là, mais ça va être techniquement, supposément, le prochain épisode là, qui va arriver là, plus tard, là, au mois de. Au courant là, de 2024. Alors, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé.
There'll be whales here. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. I knew I wouldn't die, because the two of you will win. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger les épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. The line must be drawn here. This far, no farther. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. I don't want my pain taken away. I need my pain. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. I rather believe that time is a companion who goes with us on the journey. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. They stack it with the captain of the Enterprise. En espérant vous voir au prochain épisode. Somehow I doubt that this will be the last ship to carry the name Enterprise. Go to Farragut. To the beam up.